Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Votre Univers, l'émission politique de 37 degrés. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Baumel, député PS d'Indre-et-Loire. Laurent Baumel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième émission. Alors, vite fait, on va faire une présentation de qui vous êtes. Vous avez 50 ans. Vous êtes né à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Vous avez fait des études brillantes, prépa à Louis-le-Grand, École centrale Lyon et puis Sciences Po à Paris. Et vous rentrez à la Banque de France en 92. Vous êtes membre du PS depuis combien de temps? Depuis 1987, donc si je calcule bien, ça doit faire à peu près 28 ans. Vous étiez patron d'un syndicat étudiant, je crois, à Sciences Po. J'étais le président de l'UNEF, oui, le syndicat étudiant, dans ces années-là, quand je suis rentré à Sciences Po. On va vite reparler donc de politique. Vous faites connaissance avec la Touraine très récemment, en fin de compte, en 2006. Alors racontez-nous très rapidement votre arrivée en Touraine. Je crois qu'il y a un homme qui vous a aidé. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé. En fait, je cherchais, j'avais eu un parcours militant dans mon département d'origine, les Ardennes. Et puis, bon, les circonstances de la vie m'avaient amené à quitter les Ardennes. Et je cherchais un terrain où me réinvestir parce que moi, je crois beaucoup à l'importance d'avoir un ancrage local, un rapport direct aux gens lorsqu'on fait de la politique. Et je fais de la politique. C'est primordial. Bah, moi, je crois que c'est primordial. Oui, je suis très sceptique sur les gens qui ont des parcours politiques nationaux en étant enfermés dans les ministères ou les cabinets et qui ne vont jamais au contact. Ça existe encore, hein? Malheureusement, il y a des exemples. Donc moi, j'ai toujours aimé ça, et j'ai toujours pensé que c'était important d'avoir un ancrage local, de faire des choses sur le terrain. Et donc, les circonstances de la vie m'ont offert des possibilités. En Touraine, et puis par ailleurs, ma femme était originaire d'un autre département du centre. On avait envie aussi de pouvoir passer du temps dans cette région qu'on aime. Et donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Vous avez ça en commun avec Manuel Valls, sa femme est d'ici. Vous ne saviez pas? C'est Jean Germain, vous allez rencontrer Jean Germain, je crois, pour arriver en Touraine, c'est ça? Je connaissais déjà Jean Germain, oui. Puisque je l'avais croisé une dizaine d'années avant. Il avait fait une mission pour Pierre Moscovici, qui était ministre des Affaires européennes, et j'étais moi-même collaborateur de Moscovici à cette époque-là, donc on avait fait connaissance. Et puis, à l'occasion d'un déplacement à Tours que je faisais dans le cadre de débats politiques internes au PS. Avec DSK, c'est ça? Oui, ça avait un rapport avec la primaire socialiste de 2006. Un certain nombre de collaborateurs de Jean Germain m'ont parlé d'une possibilité de mener un combat politique voilà, dans la région, dans le département. Et, à Ballon-Miret. Oui, à Ballon-Miret. Et du coup, j'ai repris contact avec Jean Germain, on s'est vu, on en a parlé. Voilà, et puis les choses se sont faites petit à petit. On parle de Jean Germain. Quel souvenir le plus marquant vous gardez de l'homme? Je n'ai pas un souvenir précis, mais bon, moi j'étais pas un intime, je le voyais pas très régulièrement, mais je le voyais plusieurs fois par an. Et notamment, on avait l'habitude, mais je pense qu'il l'avait avec d'autres que moi aussi, bien sûr, de prendre de temps en temps un petit déjeuner un peu plus long, 1 heure ou 2, au de Lyon, dans son bureau à l'agglomération. Et c'était des moments intéressants parce que c'était des moments où on parlait vraiment en toute franchise, oui. Comme si vous voulez, c'était son style, comme deux hommes politiques qui font de la politique depuis longtemps et qui, bon, il y a des moments où on peut se parler de manière extrêmement franche des uns des autres. Du vrai off de politique, quoi. Oui, alors toute confiance sur le fait que ce qu'on se dit là reste bien entre nous. Et c'était intéressant parce que ça contrastait avec plein d'autres moments plus officiels, plus publics. Plus institutionnels. Les bureaux des maires à l'agglomération, les conseils communautaires ou d'autres circonstances, où là on était dans d'autres jeux, si vous voulez. L'envers du décor. Mais quand vous savez qu'il y a ça, entre deux responsables politiques, quand vous savez qu'il y a cette possibilité, s'il le faut, par moment, de se parler très franchement et d'avoir des échanges sur tout, ça influe y compris sur la manière dont... La confiance s'installe. Oui, et donc même quand il y avait par exemple, ça m'est arrivé des tensions ou des divergences, moi je ne perdais jamais de vue qu'il y avait ce rapport loyal entre nous. Une belle histoire. On va parler un petit peu des défaites successives de la gauche depuis 2014. On vous connaît pour votre verbe assez franc. Qui est responsable de ces défaites? La gauche elle-même. Elle ne doit pas regarder ailleurs. Et le gouvernement, par la politique qu'il mène,
qui n'a pas de résultat économique probant, qui ne donne pas le sentiment finalement une grande partie des gens qui ont voté Hollande en 2012 que l'on gouverne pour eux, que l'on gouverne pour améliorer leurs conditions de vie. Le gouvernement porte une responsabilité. Il est de droite, le gouvernement? Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il porte une responsabilité dans les défaites de ceux qui ont l'étiquette socialiste ou l'étiquette de gauche aux élections locales depuis 2014. Bon, après, apprécier ce que fait le gouvernement en disant c'est un gouvernement de droite, moi j'irai pas jusque-là, je dirais que c'est un gouvernement de gauche, mais qui a dérivé ou basculé dans la mise en œuvre d'une politique libérale. Oui, c'est libéral. Donc qui perd ses fondamentaux ou qui perd son équilibre de départ. Et ça, les gens le ressentent et dans le fond sanctionnent. À tort d'ailleurs, parce que dans le fond, les élus locaux n'y sont pas pour grand-chose, mais ils ont l'étiquette de gauche, ils ont l'étiquette socialiste, donc ils sont sanctionnés pour cette raison. Quand on relit vos différents livres, vous êtes moi ce que j'appelle un vrai historien de la gauche. C'est-à-dire vous connaissez bien votre parti, vous connaissez bien la gauche française, vous l'avez quand même bien analysé dans votre dernier livre aussi, quand le Parlement s'éveillera. Alors quel modèle vous souhaiteriez-vous pour la France et les Français aujourd'hui, en tant qu'homme de gauche, en 2015 pardon. Moi, si vous voulez, mon idée, c'est qu'on doit évidemment se moderniser, tenir compte des changements importants qu'on a connus depuis plusieurs décennies, la mondialisation, les chocs climatiques qui nous obligent à repenser un certain nombre de choses. La question sociale évolue aussi, parce qu'on n'est plus dans un monde où il y aurait d'un côté le capital et de l'autre un immense bloc ouvrier. Les choses sont plus complexes. Donc, bien sûr qu'il faut s'adapter, qu'il faut adapter nos objectifs et nos outils. Mais en même temps, je pense qu'on doit rester fidèle aussi à, si vous voulez, des éléments fondamentaux qui ont fait notre histoire, qui ont fait l'histoire sociale et républicaine de la France, la protection sociale, le droit du travail, la justice fiscale. Oui. Moi, le principe... Ça, c'est un gros sujet, la justice fiscale. Le principal reproche que je fais, si vous voulez, à la gauche au pouvoir aujourd'hui, le principal regret que j'ai par rapport à notre majorité, c'est que nous n'ayons pas réellement abordé le problème de la justice fiscale, que nous n'ayons pas réellement fait une réforme qui rende notre système fiscal juste. Voilà, on aura encore eu un passage au pouvoir qui, de ce point de vue-là, n'aura pas fait grand-chose. On aura augmenté les impôts, puis maintenant on les baisse, mais ça fait pas une réforme fiscale. Vous avez un souhait de député, un souhait d'homme politique, c'est de renouer avec les classes moyennes et les classes populaires. C'est le même souhait qu'un député républicain, donc Laurent Wauquiez. Alors, qu'est-ce qui diffère entre vous? Des gens comme Wauquiez, en fait, ils opposent les classes moyennes aux autres classes. Aux classes qui sont soi-disant en dessous, en disant on fait trop. En gros, c'est le discours populiste, version, si vous voulez, républicaine, mais c'est le discours populiste de la droite, parfois même de l'extrême droite, qui consiste à essayer d'opposer les gens modestes entre eux, en disant à ceux qui s'en sortent un peu mieux, vous voyez, ceux d'en dessous, on paye trop pour eux, vous payez trop pour eux, on en fait... C'est intéressant ce que vous dites. Ouais. Oui, alors que moi, si vous voulez, mon optique, c'est pas du tout d'opposer les classes moyennes aux classes populaires ou les classes populaires aux exclus. Mon optique, c'est de dire la gauche doit avoir des réponses pour l'ensemble des couches sociales qui composent sa base sociale. Donc bien sûr, il faut s'occuper des gens qui n'ont pas de travail, des exclus, il faut mettre en place des filets de protection, des revenus de substitution minimum pour permettre aux gens de vivre dignement. Et c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ça, on le fait. Et en même temps, on le fait peut-être pas assez, mais on le fait quand même. Voilà. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue les couches populaires intégrées, les couches moyennes, c'est-à-dire les gens qui ont encore un travail, mais qui peinent depuis pas mal. Pas qui payent pour tout le monde, hein. La classe moyenne paye vraiment pour tout le monde. Sur ce débat, qui paye pour qui, c'est très complexe. Tout le monde a l'impression de payer, de ne pas recevoir, mais lorsque par exemple vous entrez à l'hôpital parce que vous êtes malade et que vous ressortez en ayant eu plein d'examens gratuitement, ou pratiquement gratuitement, la société a payé pour vous aussi. Oui, bien sûr. Et donc, de même que quand vous mettez vos enfants à l'école et que ça c'est à peu près gratuit, la société a payé pour vous. Donc en fait, si on fait le bilan dans une année, pour une personne donnée, de savoir si elle a plus payé ou plus reçu de la solidarité, c'est pas du tout évident. Bon, sauf qu'évidemment, pour que chacun ait la perception, oui, il y a un ressenti, le ressenti, que le système social fonctionne aussi à son profit, il faut des gestes et des actes politiques clairs. Et par exemple, moi, je plaide depuis des années pour qu'il y ait une réforme fiscale redistributive qui permette de redonner du pouvoir d'achat aux gens qui travaillent, pas simplement à ceux qui sont au chômage. Bien sûr. Aux gens qui travaillent, donc aux couches populaires et moyennes. D'accord.
La fronde que vous avez menée, que vous menez depuis plusieurs mois maintenant, est-elle un prélude à un changement institutionnel vraiment profond? Est-ce que la Ve République va mourir? Alors, moi, des fois, je dis avec provocation, la Ve République est déjà morte et elle ne le sait pas encore. Donc elle va le savoir maintenant. Elle ne le sait pas encore parce qu'elle résiste bien, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur du système qui le portent à bout de bras. Ce que fait le gouvernement actuel, du point de vue institutionnel, ça peut s'analyser comme une tentative de maintenir très fortement la logique de la Ve, c'est-à-dire un président qui décide, qui fixe le cap, des parlementaires et un parti majoritaire qui sont à partir de là invités à suivre cette politique, même si au fond ils ont des débats, même si au fond ils ont des doutes. Bon, mais la fronde est apparue comme une remise en cause potentielle de cette logique. À partir du moment où le président élu au suffrage universel décide, tout doit s'ordonner. On a introduit un élément de discussion par rapport à ça. Donc c'est une légère évolution de la Ve République. Vous avez dit un prélude, c'est ça, c'est un prélude. Laurent Lafronde, il veut bouter qui hors de France? Moi, je veux bouter personne hors de France. Je veux simplement qu'on sorte de cette monarchie républicaine où, oui, où tous les 5 ans on élit quelqu'un, il devient président de la République et après pendant 5 ans il fait ce qu'il veut, y compris tourner le dos à ses engagements. Et on est supposé, lorsqu'on est dans la majorité, accepter ça sans broncher parce que c'est la logique de ce régime. Le président décide et après tout s'ordonne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je suis favorable à ce qu'on renoue avec une tradition démocratique et parlementaire. Oui, mais aucun président de la République n'a tenu ses engagements. Ou tous ses engagements. C'est pour ça que je dis que la Ve est morte et qu'elle ne le sait pas encore. Parce que les Français, eux, le savent et s'en rendent compte. Et je crains qu'un jour le système implose pour cette raison. Vous avez déclaré récemment, non sans humour, alors là, ça a beaucoup fait couler d'encre, hein, que vous pourriez faire le choix de François Bayrou. Mais non, mais non. Vous n'êtes plus socialiste? Non, non, non. J'ai jamais dit ça. C'est encore une histoire ridicule. J'ai discuté comme ça, à bâton rompu, avec un journaliste de l'Express, je crois, oui, et qui me disait comment vous voyez la prochaine présidentielle. Je lui ai simplement dit que moi, sur le terrain, je discute toutes les semaines avec les gens. Je pensais que les appareils se trompaient peut-être. En imaginant que c'était fait, qu'on allait avoir un duel Hollande-Sarkozy et que c'était ça. Donc, alors ça, c'est pas sûr. Hein. La présidentielle de 2007 serait le match revanche. Ouais. Je lui ai dit, on aura peut-être une surprise. Il m'a dit, qui vous voyez? Bon, et comme ça, à un moment donné, j'ai dit, peut-être que Bayrou, qu'on ne voit plus aujourd'hui, si jamais Alain Juppé n'était pas choisi par la droite, pourrait, dans la présidentielle, faire un score plus élevé qu'on ne l'imagine. Voilà, et c'est devenu... fait le buzz, ouais, voilà. C'est devenu dans un confidentiel et un raccourci. Ouais. Laurent Baumel est à 2 doigts de souhaiter la victoire de Bayrou, ce qui franchement n'est pas du tout... Vous l'avez appelé ce journaliste, justement? Non, parce que moi je laisse tomber. Ouais. Parce que ça n'a été vu qu'en Touraine que par des gens qui voulaient me nuire, hein, donc ça n'a aucune importance. Oui, enfin donc, oui, enfin voilà. Donc, épisode clos. Ah bah pour moi, oui, si je commence à réagir à ce genre d'épisode, j'arrêterai jamais. Hein. On va aller faire un petit tour du côté justement des frontières françaises. Manuel Valls serait tenté de fermer les frontières aux migrants, alors que nous sommes un grand pays humaniste. Est-ce que c'est un nouveau casus belli pour le fondeur que vous êtes? Non, 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 attendez, c'est pas ce qu'il a dit. Le gouvernement, il cherche un équilibre. Sur ce point-là, je le défendrai. Il cherche un équilibre entre le fait que la France respecte sa tradition d'asile, le droit d'asile, et reste un pays d'accueil, et en même temps, le fait effectivement qu'on ne peut pas, mais comme n'importe quel pays européen, être submergé ou perdre le contrôle sur ce qui se passe. Donc le gouvernement français, il veut concilier au plan national et au plan européen à la fois l'accueil et la régulation collective, la maîtrise de cet accueil. Donc ça, là-dessus, j'ai rien à redire. Alors, on parle des migrants, donc la Syrie, il faut intervenir militairement? Alors il y a un débat sur la question de savoir s'il faut, au-delà des survols aériens, est-ce qu'il faut aller sur du terrestre? Bon, moi je suis très prudent, comme tout le monde, parce que l'expérience des dernières décennies, les guerres menées par les États-Unis, qui ont finalement amené... la coalition, la coalition qui ont amené plus de désordre que d'ordre, nous invite à être prudents. En même temps, on ne peut pas fermer la porte à cette question définitivement parce qu'on est face à une forme de barbarie particulièrement inacceptable. C'est clair, oui. Donc, moi, je fais confiance pour le moment au gouvernement au pluriel pour... C'est vous qui déciderez de toute façon, c'est la représentation nationale qui va décider. Là, pour le moment, je fais confiance aux gens qui sont en pointe sur ces dossiers pour sentir les équilibres qu'il faut trouver.
La série, on va revenir chez nous à Tours, enfin dans le département et dans la région. Croyez-vous à la victoire de François Bonneau aux élections régionales? Je la souhaite parce que Bonneau est quelqu'un de bien, qui s'est dépensé sans compter pendant 6 ans pour sa région, on l'a vu partout, il a mis en place plein de choses. J'espère que le bilan n'a pas l'air si mauvais que ça. Le bilan n'est pas mauvais du tout, il est même excellent. Mais comme d'ailleurs un certain nombre de maires avaient des bilans excellents en 2014. Donc, voilà, donc le problème, c'est de savoir si les électeurs, cette fois-ci, vont continuer à appréhender les élections locales comme des élections nationales, donc exprimer éventuellement leur déception ou leur accord, on ne sait jamais, mais enfin, a priori, on a plutôt peur qu'ils expriment une déception par rapport au gouvernement, auquel cas la région payera cette déception, ou est-ce que, ce que j'espère, et moi je les invite à le faire, les électeurs vont se dire, bon, pour régler nos problèmes nationaux, on a des élections nationales, là, sur les élections locales, on regarde ce qui a été fait, ce qui est proposé, et s'ils le font, je pense que François Bonneau a ses chances. Francis Gérard, c'est le nouveau premier secrétaire du PS 37. Il vous est proche, hein, il a soutenu la fronde. Sa victoire aux élections internes ici a été quand même une surprise par rapport aux socialistes légitimistes. Pourtant, il semble sous surveillance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pour moi, c'est des phrases qui ne veulent pas dire grand-chose. Sur surveillance de qui? Des légitimistes qui ont perdu. Par rapport à quelle question? Aujourd'hui, je veux dire, depuis que Francis Gérard a été élu premier fédéral, quel est le sujet sur lequel on aurait l'impression qu'il n'a pas dit ce qu'il... Non, mais il y a un premier... Il n'a pas fait ce qu'il voulait parce qu'il est sous la surveillance de je ne sais pas qui. Il y a un premier secrétaire général adjoint, on voit que, ils essayent de parler d'une voix, Oui, il y a un premier secrétaire fédéral adjoint parce que, effectivement, au niveau national, la direction du parti... Ah oui, donc il y a une surveillance. Non, la direction du parti a considéré que il y avait une situation spécifique en Indre-et-Loire puisque la motion A avait gagné le congrès au moment des motions et puis il y a eu une inversion. C'est la motion B qui gagne ici. Ouais, non, je suis précis dans ce que je dis. La motion A a gagné le congrès en Indre-et-Loire. Ah oui, en Indre-et-Loire, pardon. Au moment, si vous voulez, où on a voté sur les motions, elle était en tête. Bon. Et puis... il y a l'épisode Cortot qui a... quelques semaines plus tard, le résultat s'est inversé sur le choix du premier fédéral. Donc on était dans une situation spécifique. Donc la direction nationale a proposé, demandé, insisté pour qu'il y ait ce premier secrétaire fédéral adjoint. On aurait pu faire un bras de fer là-dessus. On n'a pas jugé que c'était utile parce que par ailleurs, nous-mêmes, on n'est pas à la recherche d'un clivage permanent dans cette fédération. Par ailleurs, ça ne correspond à rien. Les questions locales que nous avons à traiter ne sont pas des questions qui, tous les jours, mettent face à face la motion A et la motion B. Le débat entre la motion A et la motion B, il porte largement sur les questions. Puis il faut que la gauche avance quand même, elle ne va pas être toujours dans le... Le débat entre nos motions porte d'abord sur des sujets nationaux. N'empêche pas d'avoir des points d'accord sur la façon de gérer la fédération. Et puis il faut les chercher, les points d'accord. On n'est pas là pour diviser en permanence. Donc tout va bien. Ni que tout va mal, ni que tout va bien. La politique, c'est jamais ni l'un ni l'autre. C'est toujours au milieu. C'est souvent au milieu. Comment voyez-vous la fin de la deuxième partie de mandat de François Hollande? Alors, chute ou rebond? On verra. Lui, à l'évidence, pense que la situation économique va s'améliorer dans la deuxième partie de l'année 2016 et que cette amélioration va lui permettre de renouer ou de regagner le terrain perdu dans l'opinion. C'est un pari. Moi, depuis le début, je ne cache pas être sceptique sur ce pari. Peut-être qu'il y aura une embellie économique, mais est-ce qu'elle va avoir des résultats très clairs sur le chômage? Et est-ce que même si elle a des résultats sur la courbe du chômage, est-ce que ça suffira? Vous y croyez? C'est pas impossible qu'il y ait une amélioration. Ça va être marginal. Après, l'ampleur, on ne la connaît pas. Et puis même s'il y a une amélioration de 1 point ou 2, mettons, est-ce que c'est ça qui ramènera les gens? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi eu, dans toute cette période, des gens qui n'étaient pas au chômage au début de la période et qui le sont toujours pas en fin de période. Et eux, quand ils ont voté pour la gauche en 2012, ce qu'ils attendaient, c'était peut-être une amélioration de leur pouvoir d'achat, de leurs conditions de vie, des perspectives pour leurs enfants. Et peut-être que, et moi ma crainte, c'est que ces gens-là n'aient pas le sentiment qu'on a gouverné beaucoup pour eux. Donc si vous voulez, même si on essaye de corriger le tir maintenant avec des baisses d'impôts qui viennent compenser les hausses du début du quinquennat, à l'arrivée de tout ça, est-ce que ça donnera l'impression que la gauche au pouvoir a vraiment profité de ce nouveau passage pour améliorer la condition des couches populaires et moyennes? J'en suis pas sûr. Le mal est peut-être fait.
Alors, on plaide, nous, encore pour faire un effort important au dernier budget, au-delà de ce qui a été annoncé, pour vraiment donner le sentiment qu'on amorce autre chose. Je pense qu'on aura encore la possibilité de le faire si on utilisait ce dernier budget. Vous avez donc écrit un livre qui s'appelle donc « Quand le Parlement s'éveillera ». Moi, j'ai trouvé ce livre très intéressant parce que vous parlez, vous dénoncez en fin de compte le rôle de l'Assemblée nationale qui n'est qu'une simple chambre d'enregistrement. Alors moi, j'ai une question un peu technique mais qui va peut-être intéresser nos spectateurs, c'est comment rétablir le vrai parlementarisme? Alors, je dénonce pas l'Assemblée en disant c'est une simple chambre d'enregistrement. Vous en parlez quand même, hein? Non, j'ai dit qu'il y a plein de parlementaires qui font beaucoup de boulot pour améliorer la législation, mais que malheureusement, la marge de manœuvre qui nous est laissée, elle est sur des marges parfois un peu techniques. Dès qu'on est sur des décisions très lourdes, par exemple, on met 40 milliards de baisse de charges sur les entreprises. Bon, décision qui n'était pas du tout par exemple dans le projet de campagne soumis aux Français par François Hollande. On finance ça par des hausses de TVA, des choses comme ça. Là, les parlementaires sont invités à fermer leur gueule. À prendre. On va le dire franchement. À voter. Alors, quand ils sont dans l'opposition, ils s'opposent. Quand ils sont dans la majorité, ils se taisent et ils votent. Bon, et c'est ça qui pose un problème, c'est que on joue un rôle utile. Il y a beaucoup de parlementaires qui travaillent beaucoup, mais on n'est pas invité à la discussion sur les sujets essentiel, majeur, stratégique. Et ça, c'est le propre régime monarchique. Vous ne voulez pas être député Godillot, toi? Voilà, moi je veux pouvoir, avec d'autres, avec les parlementaires, renégocier le contrat de gouvernement, le contrat de majorité. Quand on est dans la majorité, je veux qu'on puisse avoir notre voix au chapitre. Après tout, on a été élus, nous aussi, et on a été élus pour mettre en œuvre un programme. Donc si ce programme, on doit le changer, on doit pouvoir participer à la discussion sur ce changement. Le député libre d'esprit que vous êtes, hein, c'est très marqué chez vous. Est-ce qu'un jour il aimerait être ministre et quel portefeuille? Alors, je sais que les gens qui vont regarder cette émission vont penser que c'est de la langue de bois, mais c'est pas la langue de bois. Très honnêtement, je m'en fous complètement. Ça, c'est bien au moins. C'est dit. Moi, je ne vois pas la politique comme une carrière où on démarre sous-chef de bureau et on termine directeur général. Si j'avais voulu faire ça, je serais resté dans l'administration. Oui. Moi, je vois la politique comme résoudre des problèmes collectifs qui sont ceux des gens pour lesquels on milite. On y arrive, on n'y arrive pas, on réfléchit ensemble sur les chemins. Bon, ce que je fais aujourd'hui, je suis en phase avec moi-même. J'ai des convictions. Ça, vous les affirmez bien, oui, ça c'est sûr. On participe à une expérience du pouvoir qui, de mon point de vue, s'éloigne trop de ses convictions. Donc avec d'autres, je m'exprime, je constitue un collectif, on se bat. Voilà, et si vous voulez, je préfère faire ce que je fais aujourd'hui que d'être un secrétaire d'État silencieux au gouvernement, entravé dans une discipline verbale. Et être malheureux tous les jours parce que je serais solidaire d'une politique qui ne me paraît pas juste ou efficace. Donc, si vous voulez, c'est pas ministre à tout prix. Si c'était une carrière où on va d'un point A à un point B... Mais socialiste à tout. Oui, et puis libre et en phase avec ses convictions. Ça sera le mot de la fin, une belle conclusion. Laurent Baumel, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de venir dans cette émission. J'étais très heureux de vous recevoir ce matin. Ainsi s'achève notre émission. Alors nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro de votre univers, l'émission politique de 37 degrés. Et en attendant, vous pouvez toujours vous informer sur www.37degrés-mag.fr. À très bientôt. Merci.